Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Gandhi Malien TV dans notre émission intitulée Analyse géopolitique. Une émission qui traite les sujets d'actualité politique nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Nous allons également parler des tensions entre le Niger et la CEDEAO. Pour en parler, nous recevons avec nous sur ce plateau l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Aïdara, membre du CNT et président de l'AREMA. Alors, honorable, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je vous le disais, le patron de la société paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, est mort dans un crash d'avion ce mercredi 23 août entre Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est un accident qui a coûté la vie à 10 personnes se trouvant à bord de l'appareil, y compris le chef également de Wagner. Alors, honorable, que pensez-vous de la mort d'Evgeny Prigojine? Bien, tout d'abord, merci et mes salutations à tous ceux qui nous suivent à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Vous savez, la mort d'Evgeny Prigojine, moi je ne l'aborde pas de la même manière que beaucoup d'autres intervenants sur la question, pour la simple raison d'abord qu'il faut citer le contexte, il faut citer tout dans le contexte. Aujourd'hui, ça se rapporte à la Russie qui est un partenaire stratégique du Mali. Et de l'autre point de vue, c'est que nous, cette question de Wagner et d'Evgeny revient très souvent, oui. Mais il ne faut pas occulter jamais dévier de ce qu'est la réalité de nos rapports en tant qu'État. Nos rapports sont avec la Fédération de Russie, c'est des rapports d'État et État. Donc ces derniers temps, j'ai suivi effectivement l'actualité. Et beaucoup d'interprétateurs de la situation dont le sentiment que quelque chose va changer dans l'efficacité de nos rapports avec la Fédération de Russie en matière sécuritaire. C'est donc ce que je peux assurer pour ceux qui nous suivent, que cette situation elle est malheureuse. J'en profite d'ailleurs puisque beaucoup d'autorités dignes de foi ont parlé de la véracité de sa mort. Donc j'en profite pour présenter toutes mes condoléances à toute la communauté russe, à toutes les familles des victimes de ces crashs, pas seulement à Evgeny, à tous ceux qui ont péri dans ces crashs. Je présente toutes nos condoléances. Et qu'à cela ne tienne, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai dit, cette situation malheureuse n'a pas d'impact sur les rapports avec la Fédération de Russie. Parce que comme vous le savez, nous sommes en guerre. Les morts, il y en a tous les jours, dans tous les côtés, qu'ils soient par la cause d'un obus ou d'une balle ou d'un crash. Oui. En tout cas, c'est des morts. Donc, nous continuons à présenter les condoléances. Et que certains malins ne pensent pas que cela va affecter, dans le sens d'affaiblir la dynamique en cours dans le cadre de la lutte contre l'ennemi en face, oui. Dans le cadre de l'efficacité de nos rapports avec la Fédération de Russie, ça n'a rien à voir. Je crois que ça ne touche pas cette relation et que cette relation continue toujours à avoir des lendemains meilleurs, en tout cas pour nos deux États, la Fédération de Russie et le Mali, et pour nos deux peuples. Voilà ce que je peux en dire à ce stade. En tout cas, ça fait mal. Pour un peuple, pour un État, de perdre des personnes qui ont quand même impacté la vie de leur nation. Donc c'est pourquoi nous sommes aussi peinés et ils ont notre compassion. Alors, honorable, on parle des hypothèses comme accident en vol, bombe à l'intérieur de l'appareil et appareil touché par un missile. Selon vous, quelle hypothèse vous paraît la plus probable? Bon, je crois, comme j'ai dit, compte tenu de nos rapports, nous restons toujours dans l'hypothèse de l'accident, jusqu'à preuve du contraire, pour ne pas alimenter un débat qui n'a aucun fondement avec des preuves réelles, tangibles. Et nous ne sommes pas également la source la mieux appropriée pour qualifier ce qui s'est passé. Nous, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un crash. Donc, la qualification la plus logique, la plus cohérente de notre point de vue, c'est que c'est un accident. D'accord. Alors, Vladimir Poutine s'est exprimé et a rendu hommage aux disparus. Quelle analyse faites-vous de cet hommage? Est-ce qu'il fallait s'attendre de sa part?
Tout à fait, qui connaît les rapports entre ces groupes, l'armée russe et Poutine, ne sera pas surpris qu'un message de compassion puisse émaner de Vladimir Poutine. Parce qu'il a été un allié pour la Fédération de Russie, il a été un partenaire et surtout il a été un ami aussi, un collaborateur très proche de Poutine par le passé, avant même d'être sur le front de la guerre. Donc personnellement, je ne suis pas surpris par un tel message de compassion venant de Poutine et c'est tout à fait un message de redevabilité et c'est humain aussi. Oui, d'accord. Alors, la mort de Prigojine, quel impact sur les pays africains ayant ces mercenaires pour leur sécurité? C'est ce que j'ai commencé par là parce qu'en réalité c'est ce qui alimente le débat, particulièrement le camp adverse, les ennemis pensent que cet accident va impacter ou affaiblir la dynamique en cours. Ils se trompent, c'est-à-dire que les hommes, ça ne change absolument rien du tout. Les rapports militaires et sécuritaires entre l'Afrique et la Fédération de Russie, un homme est parti, des hommes sont partis, les hommes existent encore pour suivre ce combat. Et comme je l'ai dit, qu'il y a des lendemains meilleurs. Donc il n'y a aucune incidence ni d'affaiblissement, ni de découragement de mon point de vue. Et ça ne devait même pas être, quoi. Ça ne devait même pas être parce que dans tous les cas, ceux qui font la guerre sur le terrain sont toujours sur le front. Avec les mêmes moyens, avec le même état d'esprit, oui, avec le même enthousiasme et avec la même dynamique. Et surtout avec la même dynamique géopolitique et diplomatique. De mon point de vue, rien n'a changé. Peut-être même compte tenu de développements récents en Ukraine avec le retournement de l'équipe de Prigojine, peut-être même que ça va encore présager des lendemains meilleurs, encore pour la cohésion, en tout cas de la Russie avec ses partenaires. Mais il faudrait toujours le rappeler qu'en ce qui nous concerne, nous ne regardons pas à ce niveau. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est une coopération d'État et État entre la Fédération de Russie et notre pays, le Mali, dans le cadre de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. D'accord. Alors, toujours au même niveau, quel avenir également pour le groupe Wagner, sans Prigojine et Dimitri Atkin, qui également était commandant en chef permanent du groupe Wagner? Je crois que, comme je l'ai dit, en principe, il y a un principe qui dit que nul n'est indispensable. On ne peut que regretter sa disparition, comme l'a fait Poutine. Mais je crois que la dynamique continue, quoi. Certainement qu'ils ont déjà réfléchi à qui va poursuivre ce combat au nom des intérêts russes et au nom des intérêts de leur groupe. Et je pense que à ce niveau, ça ne pose pas de problème. Mais pour ce qui concerne nous autres Maliens, ce qui est important pour nous, c'est nos rapports avec l'État, la Fédération de Russie, qui, de mon point de vue, ne seront pas impactés par cet accident. D'accord. Alors, une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur le lieu pour établir les causes de l'accident. Nous en saurons certainement plus dans les jours à venir. Sur un tout autre sujet, dans un discours adressé à la nation, le général Abdourahmane Chani a annoncé la création d'un comité représentatif pour l'organisation des dialogues inclusifs, d'après lesquels sera fixée une durée de transition qui ne dépasse pas 3 ans. Que pensez-vous de cette décision du CNSP? Je crois que ça reste toujours une proposition. En tant qu'autorité aujourd'hui nigérienne, ils ont cette légitimité de faire une proposition dans ce sens. Maintenant, comme il y a des concertations qui vont arriver, le peuple nigérien souverain va décider s'il va maintenir les 3 ans ou il va aller au-delà. Parce qu'il faut que les gens comprennent que les États sont souverains et que c'est le peuple qui est le souverain dans les États. Donc, je pense que c'est une très bonne annonce et il faut fixer un cap. Je crois que le cap étant fixé aujourd'hui, les Nigériens sont fixés, l'opinion nationale et internationale est fixée, c'est la volonté des autorités. Donc ça permet à tout le monde de comprendre que c'est une transition comme toutes les autres transitions. Donc il faut respecter la volonté du peuple, c'est un choix du peuple. Donc il faut que tout le monde se mette dans cette dynamique d'accompagner l'initiative des autorités en place qui vont descendre au niveau des populations, des communautés de façon inclusive pour que tout le monde s'exprime là-dessus. Et que je crois que la volonté du peuple, en tout cas, mérite d'être respectée et quand elle va s'affirmer. Alors, au même moment, la CEDEAO juge inacceptable l'annonce d'une période de transition de 3 ans. Quelle analyse faites-vous également de cette réaction de la CEDEAO? Vous savez, la CEDEAO, on n'est pas surpris, la CEDEAO n'est pas dans ce rôle depuis des années. Nous n'avons plus de CEDEAO. Nous avons un petit syndicat de chefs d'État qui est même isolé. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont seulement 4 chefs d'État qui continuent toujours
à rester dans les complexes vis-à-vis de la France et de Macron. Vous savez, ça n'intéresse plus les Africains, cette affaire de CEDEAO. Étant donné que nous sommes dans l'institutionnel, nous sommes dans les géopolitiques, souvent les gens se font écho. Sinon, en réalité, on sait déjà ce que cette CEDEAO va dire avant même qu'elle ne décide. On sait pour qui elle travaille, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ce qu'elle est devenue est vraiment malheureux parce qu'elle est tout sauf une CEDEAO des peuples. Elle est devenue autre chose, quoi. Et je crois qu'avec le temps, l'histoire, les Africains vont définir un sort meilleur pour l'Afrique et pour les peuples africains. Donc il n'appartient pas à la CEDEAO de ne pas accepter une proposition émanant des plus hautes autorités nigériennes aujourd'hui. Et quand elle va être validée par les peuples lors des consultations et des concertations aussi. Et il n'appartient pas toujours à la CEDEAO d'interférer là-dedans. Je crois que le rôle de la CEDEAO doit être un rôle d'accompagnement, un rôle économique. Malheureusement, ce qu'elle ne fait pas. Au contraire, elle continue toujours à stresser ces populations, à les serrer, à leur créer des misères. Et malheureusement, elle n'a pas été créée pour ça. Elle n'a pas une vocation de faire pression sur les populations. Elle a une vocation d'adoucir, d'alléger et d'améliorer l'intégration dans cet espace régional. Malheureusement, elle ne fait plus ça. Elle a un autre agenda qui n'est pas dans l'intérêt des Africains et qui échappe aux Africains, totalement au service de Macron, de la France et des impérialistes et des paternalistes néocoloniaux. D'accord. Alors, peut-on dire que c'est toujours un blocage et qu'une intervention militaire est toujours possible? Bon, je crois que l'intervention militaire, depuis les premières heures de son annonce, tout le monde sait que c'est de la bêtise, quoi. C'est de la bêtise humaine et c'est impossible. Vous savez, ces chefs d'État là aujourd'hui ne gèrent rien du tout. Aujourd'hui, les armées qu'ils veulent engager dans la guerre, elles ne sont pas d'accord. Les armées africaines ne vont pas accepter d'attaquer leurs frères africains. Les peuples africains ne sont pas d'accord. Les parlements africains ne sont pas d'accord. Certains États au plus haut niveau se sont exprimés sur la question. Et certains ont même déclaré que s'ils déclarent la guerre au Niger, notamment notre pays, le Burkina, s'ils déclarent la guerre au Niger, on considère que c'est une déclaration de guerre. Le Tchad s'est retiré, le Parlement nigérien n'est pas d'accord, les parlementaires béninois se sont exprimés. J'ai suivi un haut cadre du Parlement de la CEDEAO qui dit qu'ils n'ont jamais été consultés pour quoi que ce soit. Parce que, ouais, donc aujourd'hui, il y a tellement d'États qui ne sont pas d'accord avec cette dynamique. L'Union africaine ne partage pas ce point de vue. L'Algérie à côté ne partage pas ce point de vue. Donc ça confirme déjà ce que nous avons pensé dès le départ, qu'il n'est pas possible d'intervenir militairement au Niger. Ils n'auront pas ce quitter s'ils n'auront pas cette caution. Et encore faut-il ajouter que ce n'est même pas de la vocation de la CEDEAO que d'attaquer un État souverain membre. Ça ne fait pas partie de ses missions. C'est une violence flagrante. C'est même un abus de pouvoir s'ils en ont. Donc je ne crois pas à cette intervention. Et je crois sincèrement que ces syndicalistes et chefs d'État vont se ressaisir. Et pour une fois, ils vont chercher à rentrer par la grande porte de l'histoire, quoi. Sinon, ils risquent d'être balayés par l'histoire en cours et se retrouver malheureusement du mauvais côté de l'histoire de notre Afrique. D'accord. Alors, toujours au Niger, le CNP a annoncé sa décision de rappeler l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation en réaction aux propos du président Alassane Dramane Ouattara. Que pensez-vous de cette décision? Bon, elle est légitime. Elle est légitime parce que c'est le CNSP, aujourd'hui c'est le président du CNSP qui dirige, c'est lui le chef de l'État aujourd'hui. Donc la diplomatie relève directement de lui. Donc s'il y a des situations comme ce genre, il est tout à fait dans son rôle d'engager des consultations pour comprendre de quoi il s'agit et éventuellement donner de nouvelles orientations dans le cadre des intérêts du Niger. Je crois que ça, c'est une approche tout à fait normale et légitime. Elle mérite d'être respectée, elle mérite d'être soutenue également. Alors, selon vous, honorable, pourquoi tant d'acharnement sur le pouvoir militaire au Niger, qui n'est d'ailleurs pas le premier pays en phase de transition ces dernières années? C'est simple, je crois que tout le monde a compris que le Niger, c'est le dernier verrou pour sauter la France-Afrique. Tout le monde a compris. C'est le dernier verrou pour sauter les rapports condescendants, incestueux qu'on a avec l'Occident. Tout le monde a compris ça. Et c'est pourquoi l'Occident est très agité. La France particulièrement est très agitée. Alors ces valets ici, c'est normal qu'ils se mettent au travail parce que pour eux, s'ils ne soutiennent pas, ils vont disparaître parce que c'est la France qui les a installés. En réalité, ce n'est pas leur peuple qui les ont installés. Donc cet acharnement se justifie. Sauf qu'aujourd'hui, cet acharnement a quelque chose devant lui de plus fort, de plus puissant, qui est en plus de la volonté de Dieu de venir à l'aide de ces populations. Il y a la volonté des peuples même
qui sont déterminés aujourd'hui à se libérer de ces jougs français, de colonisateurs, de libérer leurs ressources qui sont volées régulièrement et qui ne servent plus à rien du tout. Des pays qui sont assis sur un potentiel minier extrêmement important alors qu'ils vivent dans la misère. Je crois que ça, les peuples africains ont compris ça. Il y a un ras-le-bol total. Et aujourd'hui, avec les projets de terrorisme dont la mission principale est d'exterminer les peuples africains et d'avoir l'Afrique sans les Africains, ça éveille tout le monde. Donc, contrairement au projet de la France qui consistait à faire en sorte que les terroristes soient pour elle un rempart pour s'installer, c'est le contraire. Au contraire, les terroristes sont en train de la balayer elle-même parce que chaque fois qu'il y a les terroristes qui perdurent, on connaît la cause, c'est la France, donc il faut commencer par dégager la France de l'Afrique. Donc c'est ce qui arrive au Niger. Et je pense que ça doit attirer l'attention en tout cas des Français et de l'Occident de façon générale pour revoir un peu leur façon de collaborer avec les Africains qui n'ont pas fermé leurs portes. Donc c'est là extrêmement important. Donc cet acharnement s'explique par ça. C'est des intérêts et les Africains ont compris ce que les autres avaient compris depuis longtemps et qu'ils nous interdisaient de comprendre que les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Et le Niger également sait où il a son intérêt et quel est son intérêt, il va le défendre avec son peuple. Puisqu'aujourd'hui nous avons les peuples qui sont au devant de la lutte, ce qu'on n'avait pas par le passé. C'est ce qui a fragilisé beaucoup de nos héros, depuis Modibo Keïta, Sankara, Sékou Touré, parce que vous voyez jusqu'à Kadhafi récent, ce qui les a fragilisés, c'est qu'ils n'ont pas eu le soutien du peuple. Parce qu'au nom du principe de diviser pour régner que la France a installé partout, les Africains n'ont pas pu s'entendre. Ils sont divisés dans tous leurs segments. Divisés dans les segments religieux, divisés au niveau des partis politiques, divisés au niveau des couleurs, divisés au niveau des races, divisés au niveau des instincts, des ethnies, et même divisés au niveau de nos institutions militaires. Donc ça, aujourd'hui, les Africains, de façon générale, ont compris que pour réussir cette lutte-là, il faut passer d'abord par la sensibilisation et la conscientisation des masses populaires. C'est elles d'abord qui vont libérer l'Afrique et l'armée viendra en soutien parce que tout simplement, l'armée est sortie des entrailles des peuples. Donc par le passé, il y a un fossé qui s'est créé entre le peuple divisé et l'armée qui est pratiquement devenue étrangère dans son propre pays au point où elle ne peut plus intervenir au nom des principes apolitiques de la grande miette. Les armées sont restées très passives et elles ont subi tout jusqu'à ce qu'on était en train de perdre nos États. Au Mali, si on ne s'était pas levé, si les peuples ne s'étaient pas levés et après son armée, aujourd'hui on n'est pas en train de parler du Mali, nous sommes tous réfugiés peut-être quelque part en train de raconter les histoires du Mali. D'accord. Alors, on peut dire que c'est un éveil de conscience et donc les jours de la France selon vous sont comptés en Afrique, peut-on le dire? Je crois que je suis juste même de dire que ces jours sont finis en Afrique, quoi, parce qu'au stade où on est aujourd'hui, on est pratiquement sans retour, quoi, parce qu'il n'y a plus de recul possible. Donc, elle a plutôt intérêt à revoir un peu sa coquille, voir comment est-ce qu'elle réorganiser sa politique, sa diplomatie en direction de l'Afrique. Sinon, avec la globalisation, avec les BRICS qui se mettent en place, avec le système piloté par la Russie, la Chine et tous les autres, là, la France a intérêt à revoir sa copie. Et je suis d'ailleurs content que les Américains commencent à avoir une nouvelle lecture. Je vois un peu leur positionnement au niveau du Niger. Ils ont une lecture différente de cette lecture que la France a. C'est un début d'espoir. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne peut plus infantiliser les Africains. Ce n'est plus possible. Il faut parler sincèrement dans le respect requis avec les Africains si vous voulez être compris. Ça, malheureusement, la France est la seule qui n'a pas compris ça. Elle va continuer à recevoir des coups tant qu'elle n'a pas compris ça. D'accord. Alors, le Niger autorise le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes en cas d'attaque. Que pensez-vous également de cette décision du Niger? Bon, vous savez, aujourd'hui, le Burkina et le Mali, qu'on le veuille ou pas, dans l'espace CEDEAO, c'est des puissances militaires extrêmement dangereuses qu'il faut craindre. Donc c'est pourquoi j'ai dit ces syndicats des chefs d'État ont intérêt à ne pas aller loin dans cette aventure. Aujourd'hui, le Mali et le Niger peuvent se défendre. Et le Niger est en train d'emboîter les pas parce que entre votre capacité à vous défendre, il n'y a qu'un seul pas à franchir, celui de disposer de votre souveraineté, votre pouvoir de décider, votre pouvoir d'agir, votre pouvoir de choisir, votre pouvoir d'action. Une fois que vous aurez arraché ça, vous avez franchi le cap pour devenir autonome
et aller vers la puissance que vous voulez. Et je crois que si le Niger a franchi ses pas, et aujourd'hui, il n'y a pas de doute aujourd'hui, en cas d'attaque, ils sont capables de se défendre. Et aujourd'hui, quoi de plus normal, nous sommes dans l'intégration. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre la vraie CEDEAO en place en réalité. La vraie CEDEAO dont les Africains ont besoin pour leur dignité se met en place à travers ces échanges, ces concertations, ces accords qui se mettent en place entre le Niger, le Mali, le Burkina et certainement la Guinée. Et nous sommes en train de rentrer vraiment dans la véritable intégration bénéfique, en tout cas pour l'espace africain. D'accord. Alors, nous allons cette fois-ci venir au Mali. La situation à Ber, l'armée malienne qui est définitivement installée au camp de Ber. Donc, que pensez-vous de ça? D'abord, vous savez ce qui se passe en marge de la rétrocession des bases de l'aménagement de l'armée malienne quelque part est ignoble. Vraiment est ignoble le comportement de certains communicateurs, de certaines communautés, de certains responsables qui font de l'intoxication autour de ce processus qui est un processus normal. La population n'a pas besoin d'interférer là-dedans. Les mouvements signataires n'ont pas besoin d'interférer là-dedans. C'est un processus qui doit se faire de façon pacifique entre des institutions. L'institution État avec son armée et l'aménagement. En principe, ça ne doit même pas faire l'objet de commentaires. Parce que c'est un État souverain qui a permis à l'aménagement d'être là. Aujourd'hui, au nom de la volonté du peuple, l'État lui a demandé de partir. Donc, il y a une intoxication qui est vraiment, quelque part, à la limite dégoûtante de certains leaders et qui fait mal aux populations. Ça crée une psychose. Des pauvres familles, des pauvres campements, des familles qui commençaient juste à se reconstituer ont été contraintes à cause de ces messages d'intoxication de sortir encore du pays pour reprendre tout à zéro. Ça, c'est malheureux. Et ce qui se donne à ces pratiques mensongères, je me demande comment ils vont se regarder dans les miroirs demain. Parce que c'est honteux ce qui se passe. Entraîner des populations à travers des messages de mensonges, de fourberies, pour des agendas inavoués, pour satisfaire des égos personnels, sacrifier tout un peuple, de mon point de vue, c'est inhumain. Et c'est pas noble, ça ne doit pas se faire. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et ça, c'est émaillé de mensonges. D'abord, le premier mensonge, Ber, quand l'armée est rentrée, qui est rentrée de façon très civilisée, malgré qu'elle a été attaquée de partout, elle s'est défendue de façon méthodique et civilisée. Elle est rentrée à Ber. Après, les médias ont enflammé. Ils ont cassé les boutiques, ils ont fait ceci. Nous avons parlé avec les communautés, c'est faux. Je l'ai dit, l'armée est rentrée de façon civilisée à Ber et tout le monde sait que Ber était une poudrière et l'armée a l'obligation et le devoir de vérifier ce qui se trouve dans les magasins, dans les maisons, pour les biens même de ces populations. Ça ne doit pas déranger quelqu'un. Alors aujourd'hui, j'écoute les réseaux sociaux, ce qui se dit est honteux. On dit que l'armée à RNTGIFT a fait ceci, elle a fait cela, elle a tué, elle a... J'ai parlé avec l'un des principaux notables de RNTGIFT, j'ai parlé avec lui exactement à 14h. À 14h. Il m'a certifié sur l'honneur que tout est faux. L'armée est arrivée, personne n'a été inquiété. Elle n'a touché au bien de personne. Il faut que les gens s'arrêtent de mentir. Il faut que les gens s'arrêtent de faire peur à la population. Cette armée est notre armée. On ne cessera jamais de dire qu'il faut les accueillir. Il faut les applaudir. Il faut être complice avec notre armée. C'est ça que nos populations doivent faire. Mais quand certaines personnes se mettent dans une dynamique d'hostilité, déjà on vous a écouté dans les médias, déjà on voit des actes, vous cachez derrière des actes qui ne vous appartiennent pas. C'est pas bon pour notre cohésion, c'est pas bon pour notre tranquillité. Donc il faut que les gens s'arrêtent de mentir dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont enflammés. Ils font peur aux pauvres populations. Il faut qu'ils arrêtent ça. Nous, en tant que notabilité, c'est notre devoir de dire la vérité. Parce que notre devoir, c'est de dire la vérité et d'appeler les gens à l'apaisement. Maintenant, si les gens, malgré tout, ils ne sont pas rassurés, ils n'ont qu'à aller à Tombouctou. Faire les camps de réfugiés à Tombouctou ou à Goundam, là où il y a la force militaire pour les sécuriser, en attendant qu'ils voient clair. Vraiment, je profite de votre antenne pour appeler les gens à se calmer, à se tranquilliser.
La région de Tombouctou a trop fait parler d'elle dans les mensonges. Contrairement à une autre région que je vais féliciter, la région de Menaka. Oui, justement. Personne n'a senti qu'il y a eu la rétrocession. C'est ça la noblesse. Oui. C'est ça la dignité. Oui. Personne n'a insulté personne. Personne n'a menacé personne. Ça s'est passé dans la dignité, dans le calme. C'est ça une population vertueuse. J'en profite pour féliciter les notabilités, en particulier l'honorable Bajan Aghamatou et tous ceux qui les soutiennent dans cette dynamique, d'avoir réussi cet exercice patriotique et républicain d'accueillir notre armée dans la paix, dans la tranquillité, à Menaka, jusqu'à ce qu'il y ait la rétrocession. Tombouctou aurait dû faire la même chose. Ils auraient dû faire la même chose. Mais on a une jeunesse à Tombouctou qui est manipulée par de l'extérieur, qui est manipulée de partout, qui est devenue même championne en mensonges. C'est dangereux. Je profite pour dire à cette jeunesse-là, qui est dans les WhatsApp, là, qu'on manipule de l'Algérie, qu'on manipule de la Mauritanie, pour mentir, pour raconter des choses. Par exemple, les gars qui disaient, j'ai écouté un vocal dans lequel le monsieur dit que l'armée a même cassé les WhatsApp. Mais le gars, il se contredit lui-même. C'est les WhatsApp, c'est le Wi-Fi a cassé là. Alors, tu parles dans quoi? Vraiment, vraiment. C'est dans les mêmes Wi-Fi là qu'il prétend être détruit, cassé là. C'est dans les mêmes Wi-Fi qu'il est en train de parler pour communiquer. Mais les gens, il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens soient sérieux. Donc vraiment, ça, c'est des situations, il faut que les gens comprennent que ça rattrape les populations, ça les rattrape et même c'est dangereux. Nous sommes dans une guerre, il n'y a pas de doute. Chacun doit jouer sa partition. Ceux qui ont d'autres agendas, ils n'ont qu'à sortir là-dedans. Ce n'est pas dans l'intérêt des populations. On vient de réussir un découpage territorial. Que chacun se concentre sur sa commune, sur son village, sur son cercle, et avoir la sincérité de collaborer avec son État. Et son État, c'est le Mali. Avec son armée, et son armée, c'est les FAMA. Il n'y a pas d'autre alternative. Toute personne qui se trouve dans une dynamique qui n'est pas celle-là, nous se trouve dans le mensonge, dans le déni de la réalité, dans l'instrumentalisation. Il faut que les gens arrêtent ça. C'est un cri de cœur, il faut que les gens s'arrêtent ça. Et ceux qui vont m'insulter davantage, je suis habitué à ça. Mais ça ne m'empêchera pas de dire la vérité. C'est notre devoir. Il faut que les gens se respectent. Ces populations-là, il faut qu'on arrête de leur faire peur par des mensonges. Tout ce qui s'est dit est vérifiable. Chaque fois que quelqu'un dit que ceci est fait, nous avons la possibilité de vérifier. Il faut que les gens comprennent ça. Encore félicitations à Menaka. Félicitations aux notabilités de Menaka. J'espère que toutes les autres notabilités de partout feront la même chose. C'est ça aussi la noblesse et la dignité. Ce n'est pas la peine de dire il faut que j'ai un mandat de l'État. Non, chacun doit être volontaire pour bien faire. Chacun doit être volontaire pour bien faire. Même si l'État ne te reconnaît pas, Dieu va te reconnaître seul. Parce que c'est ça aussi la noblesse, c'est ça aussi le patriotisme. Tombouctou aurait dû faire ça. Tombouctou aurait dû nous économiser. Notre région aurait dû nous économiser ces pian qui ne finissent pas dans les réseaux. Ils auraient dû nous économiser ça. Et qu'on ait plus de hauteur pour vraiment travailler dignement avec notre armée. Nos populations y gagnent. Parce que quand l'atmosphère est sereine, ça favorise la paix. Mais quand on enflamme l'atmosphère avec des mensonges et des communications de toutes sortes là, c'est dangereux. Ça touche la sérénité. Et quand la sérénité est touchée, rien n'est plus sûr. Il faut que les gens aient de la retenue et qu'ils respectent nos institutions et qu'ils travaillent pour la paix et la cohésion. Oui, alors l'honorable vient de le dire, hein, aujourd'hui à Menaka, la MINUSMA a fermé ses portes. L'armée malienne est désormais en possession du camp de Menaka. Alors, offensif entre les forces armées maliennes et les terroristes. L'honorable, quelle est la position de la coordination des mouvements de l'Azawa dans cette affaire? Bon, honnêtement, personnellement, je ne connais même plus leur position. Parce qu'il y a eu tellement de communication, de messages. Ce qui est clair, c'est que leurs principaux responsables de la SEMA, les trois secrétaires généraux, aucun d'eux ne s'est affiché pour donner une position claire. Tout ce qu'on voit, c'est des communications, de communicateurs, d'interprètes, et c'est cela, des menaces. Ça, généralement, je ne parle pas sur ces questions-là. Mais c'est regrettable, parce que ça alimente la confusion. Ça alimente la confusion. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas entendu dénoncer l'accord d'Alger. Je n'ai pas entendu déclarer la guerre. Mais dans le comportement, tout porte à croire que ils ont l'impression
même avec avec un manque de courage, ils donnent l'impression de revendiquer les attaques, les affrontements de l'armée avec les terroristes. C'est l'impression qu'ils donnent. Et ça, je crois que les gens doivent sortir de ça. Aujourd'hui, la guerre, c'est contre les terroristes. Ce n'est pas nouveau, ça a été toujours comme ça. C'est les terroristes qui ont annoncé qu'ils vont attaquer. C'est eux qui ont dit qu'ils ont attaqué. C'est eux qui ont revendiqué les attaques. Donc, sincèrement, je ne vois pas le problème de la SEMA là-dedans. Mais effectivement, dans certaines communications indirectes, par des personnes qui peuvent parler à la SEMA, mais qui ne peuvent pas engager la SEMA, donnent l'impression que la SEMA se considère comme étant attaquée quelque part, alors que ce n'est pas le cas. La SEMA, aucun mouvement signataire n'a été attaqué par l'armée malienne. Aucun mouvement signataire n'est inquiété par l'armée malienne. L'armée malienne est dans son rôle d'occuper les emprises qui étaient occupées par la MINUSMA. Elle est dans son rôle et c'est son rôle régalien. C'est lui qui se met en travers de l'armée, se cause du tort à lui-même et il se met dans un rôle qui n'est pas son rôle. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question et j'espère que l'étape de Ber va servir de leçon et que l'étape de Menaka soit contagieuse. Que les gens accueillent l'armée de façon pacifique, de façon noble, digne, chaleureuse et fraternelle pour que cette rétrocession-là se déroule normalement. Et c'est ça l'intérêt de nos populations. Et je les invite également à appeler tous ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux en train d'appeler à la guerre, en train de flatter certaines actions qui ne sont pas bonnes, de les appeler à la retenue. Ça ne servira à rien du tout. Ça ne fera que jeter de l'huile au feu. De toutes les façons, qu'ils comprennent que l'État du Mali et son armée sont déterminés à amener la paix au Mali. Ils sont déterminés à reconquérir ce territoire. Ils sont dans leur rôle et ils ont le soutien des populations. Il faut qu'ils comprennent ça aussi. D'accord. Alors, honorable Aïdara, c'est bientôt la fin de l'émission. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, vraiment, c'est d'appeler... Là, je dis mon mot de la fin en tant que légitimité traditionnelle. C'est d'appeler l'ensemble des légitimités traditionnelles à ne pas rester dans leur silence. De ne pas se décourager à appeler toutes les populations à se tranquilliser. Dans leur terroir, dans leur village. J'appelle également tous ceux qui parlent dans les réseaux sociaux, qui insultent le Mali, qui insultent l'armée malienne, qu'ils arrêtent. Ils n'ont que le Mali. Et ils n'auront que le Mali. Ils n'ont que l'armée malienne et ils n'auront que l'armée malienne. Il faut que cela soit compris. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Tout autre projet qui n'est pas celui-là, c'est des projets personnels, d'individus et alimentés par une main extérieure. Ça nous a fatigués, ça détruit nos populations, nous devons sortir de ça. Je souhaite sincèrement que ceux qui ont quitté le Mali, à cause de ces messages haineux de peur, d'intoxication et qui sont faux, reviennent dans leur terroir. Ceux qui par peur ne peuvent même pas rester dans leur terroir, au lieu d'aller dans les pays frontières, qu'ils viennent là où il y a l'armée. Ils n'ont qu'à venir faire des camps à Tombouctou, venir faire des camps à Gundam. Ils vont avoir l'assistance, la protection de leur armée, ils vont avoir aussi l'assistance des plus hautes autorités et des humanitaires, que de voyager à 500 km sortir de son pays. Vraiment, aujourd'hui, il faut qu'on tire les leçons du passé, quoi. Les populations sont fatiguées. L'éternel recommencement de tout, c'est pas bon. Surtout que dans le Nord, c'est un vaste territoire, avec une minorité. Si les gens continuent comme ça, on va être décimés par la guerre. Comme ça, on va faire à la France son projet qu'elle veut de décimer les peuples là-bas. On va lui faire ça facilement. Il faut que les gens soient jaloux de préserver leur démographie. Si vous n'avez plus de démographie, vous n'avez plus de pays. Si tout le monde, tous les jours, il y a 100 personnes, 200 personnes qui meurent, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de peuple. Vous allez parler de quelle voie? Il faut que les gens pensent à tout ça. De toute façon, moi, je ne me découragerai jamais. Je vais continuer à passer ce message avec rigueur et avec vigueur jusqu'à ce que cela soit entendu. Voilà ce que je voulais dire. D'accord.
Alors, voilà, c'est ce qui me fait à cette édition du 25 août 2023. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Nous avions comme invité l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Aïdara, membre du CNT et président de l'ADEMA. L'honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous. Très bonne suite de programme sur Gandhi Malien TV. Au revoir, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah.